On va enchaîner tout de suite. Gagner plus, c'est maintenant. Oui. C'est donc l'ouvrage, le titre de l'ouvrage que vous publiez chez Fayard, un ouvrage dans lequel vous dites proposer une nouvelle prospérité à tous, à rebours un peu de ce pessimisme ambiant. Gagner plus, a priori, on est tous pour. Pour cela, vous proposez de travailler plus, hein, de passer aux 40 heures, notamment une des pistes. Voilà, sur les 30 mesures. Passer à 40 heures par semaine, finalement, c'est le grand retour du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Oui, je crois qu'il faut regarder comment la France peut se faire réformer. Et je me suis aperçu avec mes pairs avec lesquels j'ai écrit ce livre, trois autres patrons de terrain, comment on pouvait faire accepter des réformes qui sont acceptées dans tout le monde entier, qui ont été faites par le Canada, la Suède, l'Allemagne. Bon. Et on s'est dit, il faut toucher les Français. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les Français? Ils veulent du pouvoir d'achat, c'est clair. Ils le demandent. Ils veulent un emploi, bien sûr, et ils veulent un emploi pour leurs enfants. C'est-à-dire que l'ascenseur social remarche, ce qui ne marche plus aujourd'hui. Quand vous étiez au SMIC il y a 20 ou 30 ans, vous aviez la possibilité, l'espoir de faire mieux que le SMIC. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Et ils veulent donc cet espoir et de la fierté d'être français. Et on a travaillé sur le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, comme j'avais fait, vous vous souvenez, le projet 1 million d'emplois, qui a été beaucoup critiqué. Quand vous étiez patron du MEDEF. J'étais patron du MEDEF. Vous disiez, il faut réduire les charges des entreprises et en échange, on va créer 1 million d'emplois. Non, ça c'est simplifié. Non, pas du tout. Non, il n'y avait pas que le CIE. On ne va pas faire l'émission là-dessus. Il y avait la loi El Khomri, il y avait la loi Pénicaud, il y avait la simplification du code du travail, il y avait... Et vous aviez obtenu une grande partie de vos revendications. À l'époque, c'était François Hollande. C'était François Hollande, Manuel Valls et Emmanuel Macron. La politique de l'offre, quelque part, a créé ces 2,3 millions d'emplois. Et on s'est dit, en fait, on était très contents parce qu'on a baissé le chômage quand même pour la France. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec le pouvoir d'achat des Français? C'est-à-dire que des réformes qui sont présentées comme des sacrifices, comme des choses épouvantables, libérales, ultralibérales, antisociales, etc. Mais pas du tout. On travaille, on a transformé chacune de ces mesures en économie, en gains, notamment pour les salariés, pour les Français qui travaillent. Alors, vous savez, ça vient du principe que moi, je vois beaucoup de gens, beaucoup de patrons, et je vois beaucoup de salariés, je vois beaucoup de chauffeurs de taxi, je l'en prends régulièrement, qui me disent, M. Gattaz, le dernier m'a dit, moi, j'en ai marre, je bosse comme un fou, et je travaille, et je gagne autant que mon beau-frère qui est dans la télé, qui gagne le chômage. Donc, si vous voulez, il faut écouter les gens. Et moi, j'aime beaucoup écouter les gens parce qu'on apprend des tas de choses. Les gens, ils veulent. En effet, ils ne sont pas contre travailler plus pour gagner plus. C'est pour ça que je suis contre. Les jours fériés ? Les 2 jours fériés gratuits. Enfin, bénévoles. Je ne suis pas d'accord. C'était une erreur ? Mais ce n'était pas une erreur. Je ne sais pas politiquement si c'était bien ou pas, si c'était un outil de négociation. Mais en tout cas, moi, je pense que le travail doit être rémunéré. Et pire que ça, nous, on fait monter les gens à 40 heures. Ça fait 8% de salaire net en plus. Si on passe de 37 heures moyenne, aujourd'hui hebdomadaire des Français, à 40 heures. Et deuxièmement, tout ce qui est au-dessus de 40 heures, on dit c'est des heures supplémentaires qui doivent payer encore plus. On les augmente de 50%. C'est-à-dire si le gars est payé 15 euros net, il doit toucher 22 euros défiscalisés parce qu'il faut enlever les charges sociales. Donc, si vous voulez, toute l'ambition de ce livre, c'est de dire qu'il y a un futur possible en France. Les gens peuvent gagner plus. On peut faire refonctionner l'ascenseur social, mais il faut faire des économies. Et un modèle qu'on ne voit jamais, c'est la Suisse. La Suisse, le SMIC net à Genève est à 3 800 euros net. Ils ont gardé 20% d'industrie dans le PIB. Ils ont 3% de chômage. Ils ont 70% de leurs gamins de 17 ans. Donc vous dites aujourd'hui le SMIC à 3 800 euros, c'est possible en France? Alors écoutez, je dis 30% à 10 ans, c'est possible. Le 3 fois le SMIC net en France, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir qu'on se batte. Ce que je dis, c'est pas impossible à 30 ou 50 ans, peut-être 2 générations. Quand vous dites qu'il faut faire des économies, vous considérez qu'il faut également travailler plus longtemps? C'est-à-dire ce que vous proposez en termes de retraite, c'est repousser assez sérieusement, vous envisagez 67 ans? Oui. Vous dites également qu'il faut baisser les charges, c'est-à-dire en gros que la distinction entre le brut et le net doit être beaucoup plus faible. Absolument. Et qu'il faut faire des économies sur la santé. Oui. Alors, si je gagne plus, mais que je n'ai plus de sécu, et que je suis obligé de faire de la retraite par capitalisation, c'est-à-dire là, est-ce que vous pensez que les gens... Parce qu'il faut leur expliquer que ce n'est pas que l'augmentation du SMIC, il y a plein de choses qui vont avec. Il faut faire le choix entre un modèle social très généreux, comme on l'a aujourd'hui, et qui est très étatisé, c'est ce que vous critiquez. Très assisté, parce qu'en fait, on réfléchit plus, on a le truc qui tombe, etc. Et des salaires faibles, nets, et la possibilité d'avoir des salaires nets beaucoup plus élevés, en s'assurant et en ayant... En se débrouillant tout seul, en fait. Pas en se débrouillant, parce qu'en Suisse, vous avez une sécurité sociale minimum. En Allemagne aussi. Après, vous les complétez. Si vous voulez ne pas la compléter, vous les gardez que du net, vous gardez que du net. Mais si vous les dites, non, c'est un peu dangereux, eh bien, on re-responsabilise les Français. Et qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous dit? Parce qu'on a parlé tout à l'heure des jours fériés, mais il y a un certain nombre de mesures que François Bayrou a mis sur la table le 15 juillet. Oui.
Et manifestement, ça a été le tollé. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce que vous proposez, vous, les gens diront c'est génial, même si vous avez rencontré des patrons, des chauffeurs de taxi ou des ouvriers qui sont au bourg, qu'est-ce qui vous dit que touche pas à ma sécu, touche pas à ma retraite. Mais parce que je crois qu'il faut l'expliquer, si vous voulez. Je pense qu'il faut l'expliquer en disant vous allez avoir un avenir meilleur, on va reconstruire une France formidable. En fait, le problème qui manque, c'est une vision. Moi, je sais que j'ai eu 3-4 crises à gérer avec ma société radiale et mes 5 usines françaises. Bon, à chaque fois, on motive les gens, on les motive sur l'après, sur l'après-demain, en disant ça va marcher, on va faire des économies pendant un certain temps, mais derrière, vous allez voir, on va conquérir le monde, on va conquérir la Chine, etc., etc. Ce qu'on a fait. Donc finalement, je pense qu'il manque dramatiquement en France d'une vision, d'une ambition enthousiasmante, d'un projet de vie à 10 ou 20 ans, pour dire aux Français, écoutez, c'est vrai qu'on s'est paupérisé depuis 40 ans, pour telle et telle raison. Moi, je n'ai pas de philosophie économique. Je vois juste les pays qui fonctionnent et je vois comment les entreprises gagnent ou perdent de l'argent. Et je vois nos voisins, l'Allemagne, l'Italie, depuis 2-3 ans, la Suisse, qui est un modèle extraordinaire de démocratie politique, sociale, etc., qu'on ne connaît pas en France. On peut pas voir la Suisse. Les Pays-Bas qui ont fait... Et je pense, si vous voulez, qu'il faut dire aux Français, on peut s'en sortir. On peut vraiment s'en sortir. Alors, une des grandes ambitions de ce bouquin, mais qui disparaît un peu dans les 30 mesures, c'est réindustrialiser le pays. Pourquoi ? Parce que... Est-ce que vous n'êtes pas un peu dur, quand même, quand vous dites ce pays, il manque d'une vision avec Emmanuel Macron ? Parce que c'est quand même le chef de l'État qui a baissé drastiquement les impôts sur les sociétés, aux entreprises, qui a mené une politique pro-business, qui a baissé les impôts des plus riches. Ça va quand même dans votre sens, ça va dans votre vision. Ce que j'ai dit, et Emmanuel Macron a fait un bon travail, je dirais, sur la partie chiffre d'affaires. Vous savez, quand vous êtes un ménage ou une entreprise, vous regardez le chiffre d'affaires, vous le développez, les ventes, les machins, et puis vous travaillez des dépenses. Quand vous êtes un ménage, vous regardez toujours vos recettes et vos dépenses. Un artisan, un commerçant, il regarde toujours ça. Une entreprise, moi le matin, je bosse sur le chiffre d'affaires, l'après-midi, je verrouille tout ce que je peux. Sinon, c'est surtout d'avoir trop dépensé que vous lui reprochez. Je pense qu'il n'a pas géré les dépenses du pays. Alors il y a eu des crises, les gilets jaunes, on a lâché, bien sûr, le Covid. Mais si vous voulez, les autres pays européens ont géré aussi le Covid. Et on s'est retrouvé en effet avec une dette épouvantable et 500 milliards de plus. Donc je dirais que je ne veux pas cracher dans la soupe, parce que Emmanuel Macron a fait des choses très bien. Et il avait la Startup Nation qui a plu dans les entrepreneurs, les patrons, y compris internationaux. Et il a toujours, parmi ses patrons, une certaine aura. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'on a 3 000 milliards et un déficit qui reste très important. Moi, je pense que le déclic, malheureusement, qui s'est passé, c'est Gilets jaunes Covid. Avant, on réduisait les déficits et d'un seul coup, on a tout lâché. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc aujourd'hui, on a une situation épouvantable où il faut faire des économies. Parce que sans économie, ça ne marchera pas. Et les économies sont possibles. Alors justement, vous en citez pas mal. Vous parlez aussi d'un État obèse, en disant qu'il faut couper en gros dans le gras. Pour être musclé, pour le muscler. Pour nous arrêtons là la métaphore physique. Oui. Mais quand vous voyez que les Français sont en demande de plus de services publics, en considérant qu'ils veulent des fonctionnaires pour s'occuper d'eux quand on a besoin, qu'ils veulent plus de médecins, qu'ils veulent plus d'infirmières, qu'ils veulent plus d'aides-soignantes, qu'ils veulent plus de policiers, qu'ils veulent plus de... Comment est-ce que vous pouvez rendre compatible un État où on ne garde que les fondamentaux à l'État pour pas qu'il soit obèse, et où vous allez dire aux gens, écoutez... Vous pouvez ne pas avoir quelqu'un... Mais même en allant plus loin que l'État, vous allez prendre votre billet de train, vous ne savez pas très bien faire parce que vous êtes un peu âgé. Il n'y aura personne pour vous débrouiller. C'est pas vrai. Non. Alors, je vous demande comment vous réussissez à mélanger, à rendre compatible. Alors, je vais vous dire, c'est très simple, et je l'écris il y a 3 ou 4 mesures. Je pense que d'abord, il ne faut pas toucher aux fonctions régaliennes, qu'il faut renforcer la police, la justice, la défense, la justice. Bon, par contre, il faut s'occuper de l'administration de l'administration. Quand vous avez des hôpitaux publics, où vous avez 30% ou 35% de structure, et c'est bien le mal de la France, vous avez des gens qui sont des comptables, qui demandent du reporting, qui vous emmerdent toute la journée, etc., alors que ces mêmes personnes devraient être soit infirmiers, soit brancardiers, soit médecins. Donc, quand vous regardez la structure des hôpitaux publics allemands ou suisses, ils sont plutôt autour de 25% en Allemagne et sans doute en dessous de 20% en Suisse, parce qu'ils gèrent leur administration, leur fonction publique comme des entreprises. Je suis désolé, et ça paraît un peu dissonant en France, parce qu'il y a toujours cette culture un peu bizarre entre le public et le privé. Mais moi, j'aimerais les réunir. Je pense que ce livre est là pour dire, mettons un peu de compétition dans la sphère publique, et même pire que ça, dans une mesure. Vous savez, j'ai fait beaucoup de lean management de qualité totale et de management participatif dans ma société pour garder mes usines en France, ce que j'ai fait, et pour développer mes emplois français. Je pense que ces outils de management progressiste participatif
serait formidable dans la fonction publique. Parce que je vois aussi des fonctionnaires qui sont d'accord avec moi, des fonctionnaires qui gagnent pas assez, des fonctionnaires qui me disent j'ai pas de chef, des fonctionnaires qui me disent c'est trop compliqué, des fonctionnaires qui viennent au boulot le matin et qui sont pas contents. Et ils le disent pas, si vous voulez. Mais j'en vois plein. Et dans ma famille, j'ai beaucoup de fonctionnaires d'ailleurs. Et qui me disent la même chose. On est broyé par un système qu'on nous a mis sur la tête. Et le travail est plus pour gagner plus, ça marche aussi pour les fonctionnaires? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Alors par contre, ce que je dis, c'est que j'ai une mesure qui dit qu'il faut supprimer un fonctionnaire sur 2. Oui, pas très original. Mais c'est beaucoup, mais si vous taillez dans l'administration, voire dans les territoires... Parce que c'est pas que des gens à la courte ligne dans les fonctionnaires, c'est pas que des gens qui mettent des temps. Mais bien sûr, mais regardez les territoires, regardez le millefeuille territorial français. Vous avez la commune, l'intercommunauté de communes, l'agglomération. Mais il est question de supprimer un échelon, alors, ça. Mais il faut au moins supprimer un. Vous en avez 3 en Suisse. Je reviens sur la Suisse. Excusez-moi, je fais une petite fixette sur la Suisse. Mais ils ont le canton, ils ont le Länder, ils ont la commune, le canton et le fédéral. 3 niveaux. Ils ont 35% de dépenses publiques là où on en a 57%. Ils ont 20 points de PIB de différence. C'est énorme. Vous vous rendez compte? Et ça fonctionne, la Suisse. Ils font de la croissance. Ils ont une dette à 35%. Nous, c'est à 113. Oui, et donc je pense que si vous voulez, il faut quand même regarder des pays qui marchent, et ça c'est la grande force de notre livre, ce que je crois, c'est qu'on a observé le monde pendant 40 ans en exportant dans nos productions. Et je dis, arrêtons de faire de la politique politicienne, si vous voulez, vous choisissez public-privé. Où il y a des tas de choses formidables dans le privé qu'on peut appliquer. Par contre, je ne suis pas un ultralibéral, je ne suis pas un néolibéral, je suis sorti de bourse parce qu'un jeune analyste financier un jour, il y a 20 ans, m'a dit, monsieur Gattaz, vous avez trop d'usines en France et vous avez des marges faibles. Je lui ai dit, monsieur, et je lui ai prouvé que je suis sorti de bourse pour cette raison-là, et non seulement j'ai 4 usines en France, mais j'en ai 5. Donc si vous voulez, tout ça pour vous dire que j'aimerais qu'on revienne sur une économie qui soit profitable, compétitive, dans un environnement compétitif, mais profondément humaine et profondément respectueuse de l'environnement. Alors qu'on nous veut tout le temps nous mettre dans des mauvaises cases, vous voyez. On ne va pas parler de politique politicienne, mais on va quand même parler un peu de politique. On va vous demander qui vous semble, dans l'échiquier politique actuel, le plus à même de réaliser ces économies que vous préconisez. Je vous propose d'abord d'écouter l'un d'entre eux, qui est aujourd'hui candidat à Matignon et qui est, on peut dire, le favori des sondages. C'est Jordan Bardella, qui s'exprimait la semaine dernière devant votre ancienne organisation, le MEDEF. On arrête de pointer du doigt le patron, l'entreprise, l'artisan, le commerçant, avec trop de normes, trop d'impôts, trop de taxes. Notre pays aujourd'hui, il a des boulets aux pieds. Financiers, normatifs, fiscaux, sécuritaires. Mais on a tous les atouts pour réussir. Il ne manque pas grand-chose pour faire repartir la machine économique. Il y a une fiscalité sur la production qui est trop haute. Il y a trop de normes. Il y a des règles de concurrence et d'accès au marché public qui ne sont pas adaptées. On a des salaires nets qui sont trop bas et un coût du travail qui est trop haut. Vous avez cité tout à l'heure comme exemple de réussite l'Italie de Giorgia Meloni. Est-ce que Jordan Bardella, il incarne cette nouvelle génération de leaders à l'extrême droite qui a ce discours maintenant pro-patron que vous saluez? Si vous voulez, je salue les mots qu'il a prononcés, mais moi, je n'ai pas vu de programme économique du Front National. J'ai vu la retraite à 62 ans. Si vous voulez, pour moi, c'est disqualifiant. Je pense que, si vous voulez, je sais bien que les Français sont contre parce qu'on leur propose pas de travailler plus et de gagner plus, etc., parce qu'on essaie de faire. C'est que l'idée, ce ne sont pas des sacrifices, ce sont de faire en sorte que l'industrie remarche. Et j'ai plein d'idées sur l'industrie, sur les filières à développer, remettre des emplois à valeur ajoutée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque dans le programme du Rassemblement national, ce que je n'ai pas vu, c'est un programme économique clair et cohérent. Je l'ai vu chez David Lisnard, je l'ai vu chez Retailleau, je l'ai vu éventuellement chez Ciotti. Chez Édouard Philippe, non. Je ne l'ai pas vu chez Édouard Philippe encore, mais je me suis pas trop. Mais en fait, je ne suis pas en train de vous faire de la politique parce que je suis un industriel de base. Je vous dis juste qu'il faudra qu'un jour on choisisse en effet. Ça vous intéresse de savoir qui sera à Matignon la semaine prochaine ou celle d'après? En fait, si vous voulez, bien sûr que ça m'intéresse parce que la situation actuelle est très, très angoissante pour tout le monde, pour les Français, pour nos salariés, pour les patrons. Les patrons, quand c'est incertain, ils embauchent plus, ils investissent plus. Qu'on soit tout petit, artisan, commerçant, on a un peu peur. On se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Donc je pense que cette situation, si vous voulez, est très mauvaise actuellement. Et ça fait depuis la dissolution qu'elle dure. On a eu une petite accalmie. Le plan Bayrou a le mérite d'exister. Après, si vous voulez, moi je pense que il faut faire très attention. C'est inflammable. Et c'est pour ça qu'il faut redonner de l'espoir et de l'enthousiasme aux Français. C'est possible. L'idée de ce bouquin, c'est de leur dire, on peut le faire. Plein d'autres l'ont fait dans le monde. Mais arrêtons de nous faire de la politique politicienne gauche-droite depuis tout le temps. Il y a des très bonnes choses à gauche, il y a des très bonnes choses à droite. On s'en fout. C'est l'entreprise qui compte à la fin. Tous les pays qui réussissent, y compris les communistes chinois,
ont mis l'entreprise au milieu de leur politique il y a 40 ans. Deng Xiaoping, ils ont dit on s'en fout, bon, on a eu beaucoup de morts avec le communisme de Mao Tse-tung, eh bien ils ont sorti la moitié de leur population d'une extrême pauvreté, c'est-à-dire 800 millions de personnes, par l'entreprise, l'économie de marché, qu'ils ont appelé l'économie socialiste de marché. Mais pourquoi pas? Pas forcément un modèle quand on ne donne pas forcément envie d'aller vivre là-bas. Mais pas du tout. Mais sur le politique, vous avez raison. Mais par contre, c'est juste pour dire que sur l'économie... Je vais juste vous poser une dernière question concernant. J'en prie. Vous citez votre père, Yvon Gattaz, en disant, il y a 40 ans, il disait les entreprises n'ont pas besoin d'aide, mais d'air. En gros, les réglementations, le carcan administratif, on vous demande juste de nous ficher la paix. Or, tout à l'heure, vous avez parlé des normes environnementales, vous allez pas... Comment pouvez-vous concilier une société où on libère les entreprises, en gros, elles font ce qu'elles veulent, et dans laquelle on respecte le droit du travail, l'environnement, la protection de l'environnement. C'est tout le sujet qu'il y a eu un peu avec la loi du plomb ou d'autres choses. Oui, mais regardons si les d'autres pays qui réussissent, ils le font très très bien avec des codes. Vous savez, on est le pays des normes, le pays des lois. Montesquieu, mais on est devenu boulimique de la norme. Si vous voulez, les anglo-saxons ont des choses beaucoup plus simples qui font qu'ils donnent un résultat, un objectif de résultat, et ensuite vous vous débrouillez pour atteindre ce résultat. Nous, on va rentrer dans le détail de tout. Le code de l'urbanisme, de l'environnement, etc. Ce sont des milliers de pages, on ne comprend plus rien, plus personne ne comprend rien. Et quand vous êtes un patron de PME, moi j'ai une boîte qui fait 3500 personnes radiales, mais j'ai une exploitation agricole dans le sud avec 10 personnes, si vous voulez, on devient fou par tout ce qu'on nous met sur la tête. Donc, si vous voulez, il faut que la norme doit exister, bien évidemment, les lois, mais elles doivent être très simples à comprendre. Il faut que tout le monde puisse la comprendre et l'appliquer. La Suisse, c'est, excusez-moi, un code du travail de 80 pages. On va tous partir en Suisse. Non, mais je voudrais dire ça. Point de vue fiscal, ça va sûrement être mieux. Si vous voulez, on est plus en train d'enseigner dans certaines écoles le Venezuela de Maduro et de Chavez, dont on sait qu'ils sont passés. Mais non, mais oui, je vais. Cuba sans le soleil, comme l'avait dit Emmanuel Macron pendant la campagne. Mais regardons ce qui fonctionne dans le monde. Si on sait qu'on est un pays extrêmement normé, ça nous coûte visiblement 4% de PIB cette implication. Mais je ne dis pas qu'il faut arrêter tout. Il faut tout arrêter. Je dis qu'il faut simplifier. Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut arrêter les aides aux entreprises? 211 milliards d'aides versées aux entreprises. Est-ce que ça, c'est de la dépense publique dans laquelle il faut tailler aussi? Je vais vous dire. Le problème, c'est que d'abord, ces chiffres sont contestables. Ce n'est pas 200 milliards. C'est un rapport sénatorial. Deuxièmement, oui, mais si vous voulez, il y a eu un autre plan, une autre commission qui a dit que c'était 100 plutôt 50 ou 100. Deuxièmement, c'est la compensation d'une fiscalité énorme. Vous savez tous, quand vous avez une fiscalité épouvantable, comme celle de la France, on est les champions du monde des impôts, on a inventé depuis 40 ans des aides, des subventions qu'on redonne pour presque se faire pardonner d'une fiscalité trop lourde. Moi, je dis baisser la fiscalité au niveau de la moyenne européenne et arrêter les aides. C'est ce que je dis, sauf le crédit impôt recherche qu'il faut garder parce que tout le monde l'a. Une dernière question, Monsieur Gattaz. J'ai envie de vous entendre sur l'accord qui a été trouvé avec les États-Unis de Donald Trump. 15% de taxes douanières à l'exportation. Est-ce qu'il fallait signer parce que c'était le moins pire, ou est-ce que c'est une capitulation? Écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas bien, c'est pas bon pour l'économie, parce qu'en plus, le dollar a baissé de 15%. Donc, si vous voulez, entre les 15% de droits de douane de plus qu'on a sur la tête pour exporter aux États-Unis et la baisse du dollar, ça fait 30%. Donc, il faut savoir que ça va pénaliser nos exportations. On a mal négocié, on s'y prend mal avec Donald Trump. Je pense que, si vous voulez, il faut que l'Europe se renforce, il faut que l'Europe soit lucide, il faut que l'Europe arrête de travailler, il faut appliquer le rapport Draghi. C'est-à-dire qui explique aussi qu'il faut... Ancien patron de la BCE. Oui, et qui a fait un rapport merveilleux il y a 1 an ou 2 ans, qui dit qu'il faut être compétitif, il faut être productif, il faut s'occuper de l'environnement, mais de façon intelligente, de façon rationnelle, et il faut arrêter de réglementer. Vous savez, il y a un dicton qui dit les États-Unis innovent, les Chinois copient et dépassent, et l'Europe réglemente. Mais on est là-dedans, donc il faut arrêter de réglementer, et on serait beaucoup plus fort, avoir une économie beaucoup plus forte, et on peut le faire. Merci beaucoup, Pierre Gattaz, d'avoir été l'invité de Tout est politique ce soir sur France Info. Gagner plus, c'est maintenant. C'est donc le titre de votre dernier ouvrage publié chez Fayard. Merci d'être venu nous en parler.